Nous recevons pour vous Benoît Tshibangou. Il est candidat député national numéro 885 à Lukunga. Pourquoi a-t-il postulé et quelles sont les difficultés qu'il a rencontrées sur terrain? Qu'est-ce qu'il a entendu et écouté auprès des Kinois pour qu'il accepte cette fois-ci de devenir la voix des sans-voix? Toutes ces questions lui seront posées dans le cadre de cet entretien. Merci de nous suivre. Maître Benoît Tshibangou, bonjour et bienvenue. Bonjour Vincent, bonjour à tous les auditeurs. Je suis à votre disposition. Je suis Maître Benoît Tshibangou, avocat de formation, et je viens en politique pour aider à régler les problèmes multiples que rencontre le peuple congolais. Là, vous choisissez la politique active pour quel solde et pour quel intérêt? L'intérêt saute aux yeux. L'intérêt déjà, il saute aux yeux. Il y a des problèmes majeurs pour notre société qui n'arrivent pas à trouver de solution. Je vais pouvoir les énumérer et je vais pouvoir faire le travail qui est recommandé à tout parlementaire. Vous savez, premièrement, faire le contrôle de l'action gouvernementale. Deuxièmement, prendre l'initiative des lois et surtout les adopter. Et donc du coup, les voter et les adopter. Ce sont là les grands axes que je vais pouvoir rencontrer en allant au Parlement, et j'ai jugé, en tout cas c'est mon point de vue, que le Parlement qui vient de passer, certes a travaillé, mais il y avait beaucoup de problèmes aussi. Il faut voir le temps que ça a pris. Il y a eu la Covid, il y a eu des problèmes multiples qui ont empêché ce pays à pouvoir décoller comme l'aurait voulu notre cher président, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et donc du coup, nous avons pensé que, étant donné que malheureusement l'adage Chancelo Kopamba a élu domicile au Parlement et dans les institutions, étant donné que les critères d'accessibilité au Parlement, comme vous le savez, ont été vus au rabais. Et donc du coup, nous pensons que nous devons, les gens qui estiment qu'ils peuvent apporter quelque chose, une pierre à l'édification de cet édifice qui nous est cher, la RDC, de pouvoir être au Parlement afin de pouvoir venir au secours et surtout d'apporter sa contribution. Monsieur le journaliste, sachez que, par exemple, nous avons vu des lois taillées sur mesure, ce qui est terrible parce que cela est totalement interdit. Nous connaissons la légistique parce que j'ai fait le droit et donc j'ai appris le droit. Et comme vous le savez, tous les secteurs de la vie sociale sont régis par des lois. Et donc, pour chaque secteur, une loi ou des lois. Et donc, du coup, ces lois doivent obéir à des critères fondamentaux qui font que la loi puisse être utile à la société pour répondre aux besoins de la société, non seulement aux besoins immédiats, mais aux besoins futurs et surtout susceptibles d'amener la paix, la concorde et le développement du pays. Et donc, la légistique joue un grand rôle. Par exemple, prendre des lois, ce n'est pas quelque chose qui est à la portée des personnes qui n'ont pas maîtrisé la loi. Malheureusement, ce que nous avons constaté, c'est que les personnes qui sont élues au niveau du Parlement, au lieu de prendre avec eux des bons conseils qui peuvent savoir ce qu'il faut faire au Parlement, malheureusement, c'est le népotisme, c'est le clientélisme, et c'est là juste pour aider ces personnes à pouvoir accéder à des revenus, mais sans regarder aux intérêts de la nation. Et donc, je pense que pour les personnes qui ne sont pas des juristes, mais si elles avaient pris avec eux des bons juristes, en tout cas, notre pays irait de l'avant. Malheureusement, nous constatons que les gens prennent tout de suite à côté d'eux des neveux, des cousins, des amis, je sais pas quoi, des parentés, et donc ça devient un problème. Et donc nous pensons qu'il faut vraiment apporter quelque chose de bien. Pourquoi je le dis? Pour prendre l'initiative des lois, pour traiter la procédure d'initiative, d'adoption, de discussion des lois, il faut connaître la légistique. La légistique veut quoi? Les principes fondamentaux, par exemple, la loi doit être impersonnelle, générale, abstraite, elle ne doit pas viser des gens ou une catégorie de gens. Mais n'oublions pas aussi que lorsqu'on prend une loi, il y aura toujours des victimes de la loi, parce que tout le monde n'est pas toujours conforme à la loi. Et donc, du coup, il faut faire la loi qui rencontre les problèmes majeurs de la société, mais qui reste impersonnelle. C'est très important. Voilà pourquoi nous venons au Parlement. Mais au-delà de ça, comme vous savez, nous avons aussi rencontré des problèmes avec certaines autorités qui vont dans les institutions publiques, non pas pour servir, mais pour se servir, mais non seulement pour se servir, mais pour sévir contre les paisibles citoyens. Et donc, du coup, nous allons porter notre voix au chapitre officiel cette fois-ci,
pour que cela ne puisse plus arriver. Vous rencontrez généralement les Congolais, bref, votre base dans vos différentes descentes sur terrain. Qu'est-ce que vous remarquez qui se passe dans la société, des gens que vous voudrez représenter demain au Parlement? La population congolaise souffre. La population congolaise souffre pour manger, pour se nourrir, pour se vêtir, pour se loger. Mais le mot majeur actuel, par exemple, pour prendre un exemple la ville de Kinshasa, c'est le transport urbain, la circulation urbaine. On rentre dans des embouteillages où vous pouvez gaspiller 3 heures, 2 heures. Alors mettez-vous en tête qu'on travaille 8 heures par jour. Si déjà vous avez perdu 8 heures, ou 3 heures plutôt, dans les transports, parce qu'il y a beaucoup d'embouteillages, ça devient un problème. Et si vous devez encore en perdre 2 ou 3 sur la voie de retour, ça devient un problème, non pas seulement pour votre travail, mais aussi pour votre santé. Parce qu'on sait que au fur et à mesure que l'organisme qui accompagne la personne travaille, il peut y avoir des comorbidités qui demandent par exemple qu'on puisse se reposer assez. Mais si vous ne pouvez pas vous reposer parce que vous êtes dans la voiture en train de partir à votre travail, et si vous mettez les 8 heures au travail, cela veut dire en réalité que vous n'avez pas travaillé seulement 8 heures. Quand vous mettez 3 heures d'embouteillage ou 2 heures d'embouteillage, 2 fois, ça vous fera pratiquement, vous aurez travaillé 13 heures ou 15 heures par jour. Ça devient un sérieux problème. Et donc, ce problème est immense, il faut le rencontrer, il faut le résoudre. Et moi, j'ai pensé que la loi sur la circulation routière est devenue obsolète. Il n'y a pas que ça. Il y a par exemple le problème de la délinquance urbaine, qu'on appelle communément Kuluna. Ce problème touche pratiquement tout le monde, sauf les autorités. Et vous savez pourquoi? Parce que les autorités sont protégées jour et nuit par une escorte d'au moins 6 policiers pour les ministres, d'au moins 6 policiers pour les ministres, et donc ils ne sont pas concernés par ce problème. Or, c'est le problème qui fait peur à notre population. Moi, j'ai vu par exemple un monsieur qui est sorti le matin pour aller à son travail. Pour ne pas les citer, c'était un policier. J'ai vu au niveau de Kingasani, il est rentré chez lui avec un bras amputé. Non pas amputé par un médecin à l'hôpital, mais amputé par un Kuluna. Et lorsque nous apprenons que ce Kuluna a fait un séjour de 2 mois ou 3 mois à la prison Makala, et ensuite on le voit circuler, c'est un problème que nous devons résoudre. Et donc, du coup, nous devons trouver la solution à ce genre de problèmes. Lorsque quelqu'un sort de chez lui, muni d'une machette, donc dans l'idée de rencontrer quelqu'un et de le blesser. Mais c'est une action totalement délibérée qui appelle une sanction à la hauteur de cela. Et nous pensons ici, par exemple, que quelqu'un qui donne la mort sciemment à une personne devrait répondre devant le juge et surtout prendre la charge qui est prévue dans la loi. Donc, en d'autres termes, je dis quoi? Il faut lever le moratoire sur la peine publique. C'est ce qui ferait quand même... Bon, sur la peine... oui, la peine capitale. C'est ce qui fera un peu peur à ces gens. Autrement, nous constatons que l'arsenal juridique pénal ne répond plus aux besoins de la société. Ça, c'est l'un des problèmes. Et aussi, lorsque nous rencontrons les problèmes dont souffre notre population, au jour le jour, en ce qui concerne la corruption, vous savez, on dit, la justice élève une nation. Nous devrions commencer par le grand chantier qui est la justice. Qu'est-ce qui arrive dans la justice? Lorsque, à l'entrée de l'AFDL, on avait moins de 1000 cas de prise à partie. La prise à partie, c'est la procédure qui est prévue contre les magistrats véreux qui ne veulent pas donner la justice comme il faut, dire la justice comme il faut. Et donc, aujourd'hui, nous sommes largement au-delà. Alors là, très largement au-delà. Mais constatez que sur, par exemple, 5000 cas de prise à partie, il n'y a presque pas de magistrats sanctionnés. Je dis presque pas, des magistrats sanctionnés. Donc, devant cet état de choses, il y a besoin de la société pour pouvoir trouver la solution. Et quelle serait la solution? Moi, personnellement, je pense humblement que nous devrions songer à des poursuites pénales contre les magistrats qui commettent le dol. Pas seulement eux, mais aussi les avocats ou les défenseurs judiciaires qui les accompagnent dans ce dol. C'est très important. Donc, nous avons des cas majeurs, mais vous aurez constaté que la législature passée ne s'est pas attelée à ce cas-là. Mais il y a également des juristes qui ont été élus lors de la législature passée. Pensez-vous qu'ils n'ont pas suivi de près toute cette observation
dont vous faites? Monsieur le journaliste, cher Vincent, vous savez très bien que nous sommes tous analystes politiques. Vous-même, vous êtes journaliste, vous êtes très actif sur le terrain. Avez-vous vu ce genre de projets de loi portés au Parlement? Vous ne les avez pas vus. Et donc, il y a très peu de gens qui se soucient réellement de la chose publique. Il y a des gens qui vont au Parlement suite à l'appât du gain. Mais nous avons à cœur le problème de notre Congo. Parce que si nous, on ne le fait pas, on ne respecte pas notre Congo, qui va le respecter? Qui va en redorer le blason? Vous-même, vous avez constaté que les législatures passées, on n'a pas apporté ce genre de cas. Or, ce sont les cas que l'on vit au quotidien. Je vais vous dire, tenez, je rentre une fois chez moi à la maison, ici, 24 heures parce que j'ai quitté le bureau très tard, et mon garde rapproché, lorsqu'il part, il est attaqué ici à ma campagne par des Koulouna. À ma campagne, vous imaginez? À ma campagne. On lui a pris tout ce qu'il avait comme effet, téléphone, taser, l'argent et tout. Même ses pièces d'identité. Et donc, du coup, quand cela s'est passé ici, moi, je ne sais plus faire la marche quotidienne que je faisais à 5 heures du matin. Je me dis, je peux être attaqué, donc attaqué à tout moment. Et donc, vous comprenez que ce n'est plus un phénomène qui n'est que dans le faubourg de la ville. Ça se trouve maintenant dans nos murs. Nous devons traiter ce cas. Et donc, pour le traiter, il faut envisager des sanctions qui sont à la hauteur de l'audace de ces gens, de ces bandits urbains. Et donc, vous voyez par exemple, je disais, il n'y a pas que le magistrat. J'ai dit, il faut des mécanismes qui puissent faire rentrer les magistrats dans le respect de la loi. Je vais vous dire, tenez, la plupart des magistrats, actuellement, la plupart des magistrats ont des couvertures judiciaires. Quand je dis couverture judiciaire, ça veut dire dans l'appareil judiciaire, ils ont une couverture. Vous trouvez un magistrat, par exemple, qui est au tribunal de paix, ou bien au TGI, ou au tribunal de commerce. Mais il prend délibérément des décisions qui frisent le déni de justice, ou le dol. Mais il a son oncle ou son père qui est à la cour de cassation, ou bien qui est au parquet près la cassation, ou à la cour constitutionnelle. Et donc, ils ont des magistrats supérieurs qui les protègent. En dehors de cela... Êtes-vous victime? Je ne suis pas victime, je vois ce que vit la justice. Parce que, vous savez, en tant qu'avocat, je suis au contact au quotidien avec l'appareil judiciaire. Et je sais ce que je dis. Si ce n'est pas des couvertures judiciaires, ils ont des parapluies politiques. Et donc, du coup, ça paralyse le fonctionnement de la justice. Vous savez, le citoyen lambda dans ce pays, il est devenu difficile de pouvoir aller en justice et de gagner le procès, là où vous avez 90 chances de gagner, 90% de chances de gagner, parce que les cas, pour moi, cette question où les gens disent, bon, l'interprétation diverse des juristes, c'est des cas d'école. Personnellement, je ne dis pas ça. Si c'était tel était le cas, en quoi alors la justice ou bien le droit serait-elle une science? Parce qu'une science veut que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Mais si vous avez une science dont les mêmes causes produisent 8 effets différents, ça devient un problème. Alors, vous comprenez? Soit nous devrions rentrer à la source pour revoir les leçons de droit et les lois, soit nous devrions trouver que l'erreur, elle est dans l'homme qui anime les institutions judiciaires. Et donc, du coup, en ce qui me concerne, parce que quand je lis les lois, c'est ce que je fais chaque jour. Un avocat, c'est un chercheur. Chaque jour, il doit rechercher les cas pour pouvoir donner les conseils qu'il faut, ou assister ou représenter. Et donc, du coup, quand je regarde au caractère presque commode des lois, je me dis qu'il y a un problème, un souci dans ceux-là qui appliquent la loi. Tenez par exemple, un cas concret. La Constitution de la République démocratique du Congo dit dans son article 162 que lorsque vous êtes devant un cas de violation des règles constitutionnelles, mais aussi d'autres règles, et je vais les soutenir, vous pouvez soulever l'exception d'inconstitutionnalité devant la juridiction. Et la loi, donc la Constitution dit la juridiction devant laquelle cette exception d'inconstitutionnalité est soulevée sursoit et renvoie le dossier au niveau de la Cour constitutionnelle. Vous imaginez qu'il y a des magistrats, mais pas des moindres, des magistrats qui ont plus de 15 ans de carrière, qui disent qu'ils prennent cette exception d'inconstitutionnalité, ils prennent ça en délibéré. Et ils disent, ils joignent ça au fond. C'est très grave. C'est au vu et au su de tout le monde. Là, c'est un problème d'homme. Mais c'est ce que je dis. Mais regardez ce qui est grave, c'est quoi? Dans chaque juridiction,
siège un ministère public. En tout cas, en règle générale. Le ministère public, on l'appelle l'organe de la loi. Et lorsque le juge prend cette décision sur le banc, devant le ministère public qui reste impassible, alors qu'il est là pour protéger la loi. Et la loi qui est violée en ce cas, c'est quoi? C'est la Constitution qui elle-même a déjà réglé le problème. Elle vous dit, lorsqu'on soulève l'exception d'inconstitutionnalité, vous surseillez, c'est un devoir. Vous surseillez et vous renvoyez le cas pour examen devant la Cour constitutionnelle, qui est le juge de la constitutionnalité. Mais là, vous voyez un juge assis devant vous qui dit, maître, nous joignons cette exception-là au fond. Ça veut dire quoi? Continuez à plaider et nous allons examiner. Attendez, mais c'est très grave. Vous comprenez que ce sont des choses comme ça? Nous disons, parce que les ministères... Mais là, le député national va faire quoi? Mais je suis en train d'expliquer pourquoi je vais au Parlement. Oui. Il faut prendre des sanctions contre ce genre de juges, contre ce genre de magistrats. À mon humble avis, je me dis, lorsque un magistrat viole la loi allègrement, délibérément, ça s'appelle dol. Et comme il s'agit de dol, pour moi, je trouve qu'il a pris à partie le mécanisme qui a été prévu dans la loi jusqu'à ce jour pour pouvoir sanctionner ces gens de magistrats ne fait pas les effets attendus. Et donc, du coup, je suggère que l'on puisse porter des poursuites pénales contre ces gens de magistrats et aussi des sanctions pénales. Il n'y a pas que les magistrats. Nous avons aussi des autorités. Nous savons que notre Constitution, vous savez, personnellement, l'analyse de la Constitution congolaise me pousse à dire qu'au Congo, nul ne peut plaider l'ignorance de la loi. Parce que l'article 62 de la Constitution dit « Nul n'est censé ignorer la loi ». Et donc, lorsque nous nous trouvons par exemple devant des magistrats, nous allons apporter ce projet de loi, mais aussi devant les autorités qui violent délibérément les droits des citoyens. J'ai dit bien délibérément. Donc, déterminés à violer les droits des citoyens. Or, violer les droits des citoyens, il y a un article dans le Code pénal qui dit la violation des droits reconnus aux particuliers. Je ne sais pas la bonne formulation, mais c'est en pratique cela. En fait, la violation des droits des particuliers. C'est l'article 180, si j'ai bon mémoire, 180 ou 182. Cet article dit que l'autorité qui fait ça peut être poursuivie des sanctions allant jusqu'à 1 année. 1 semaine à 1 année. Personnellement, je trouve que cette sanction-là ne suffit pas. Je vais prendre le cas personnel. Vous le savez parce que vous avez couvert ça. Devant un ministre qui viole la loi, qui viole le caractère sacré d'un certificat d'enregistrement, le ministre est entouré des avocats. Et les avocats lui disent de violer cela. Je ne sais pas si vous comprenez. Quelle gravité. Et donc, devant ça, je saisis le Conseil d'État. Le Conseil d'État tranche. Il trouve que le ministre a agi, pour ne pas le citer, Pius Mwabilou, a agi en excès de pouvoir. On renvoie la cause là où le ministre a comparu par la bouche de ses avocats. Ce ministre prend encore des actes qui continuent à violer. Moi, je suggère, au lieu simplement de prévoir une peine d'1 semaine à 1 année, il faut une peine de 10 ans. Parce qu'on va prendre l'exemple sur la concussion. La concussion, c'est l'infraction commise par les fonctionnaires, les agents de l'État, lorsqu'ils demandent de l'argent qui n'est pas prévu par la loi. Et lorsque une infraction est commise par un fonctionnaire, ça passe à 10 ans. Alors je me dis, si l'autorité qui est même supérieure aux fonctionnaires, l'autorité politique qui anime un ministère, commet délibérément une infraction en s'attaquant aux droits des citoyens, pourquoi ne devrait-il pas, ce ministre, subir la même sanction que le fonctionnaire? J'ai questionné, oui. Et je vais terminer en vous disant ceci. Vous savez, nous avons beaucoup de projets de loi. Nous allons même amener devant le Parlement un projet de loi qui voudra que aucun ministère, aucun ministre, aucune autorité ne puisse alléguer des immunités devant la violation des droits des citoyens. Parce que, regardez, je parle bien des citoyens. Je n'ai pas parlé des individus. Les citoyens, ça veut dire les Congolais. Parce que dans ce pays, il y a les citoyens et les résidents au Congo, qui sont les étrangers, qui séjournent en conformité des lois de la République démocratique du Congo dans notre pays. Mais lorsque le citoyen, vous violez délibérément ses droits, ça veut dire que
ce citoyen ne se sent plus en sécurité dans son pays. C'est très grave. Et donc, du coup, ce sont des choses auxquelles nous devrions nous appeler. Mais je sais que dans la violation, par exemple, dans la commission des dôles par les magistrats, ils ne le font pas seuls. Ils sont accompagnés par des avocats. Je suggère que les avocats puissent être aussi poursuivis. Parce qu'il y a des avocats qui viennent soulever simplement des dilatoires. Mais ce qui est terrible, c'est quoi? C'est que dans notre pays, on ne les poursuit presque pas. Même si les mécanismes dans la loi existent, ils sont difficilement actionnables. Je vais vous dire une chose. À New York, avant de saisir les juges, la loi vous oblige d'abord, vous, avec votre contradicteur, de pouvoir rentrer en pourparler à travers vos avocats. En d'autres termes, les avocats doivent filtrer les affaires qui vont devant le juge. Et il est tenu, chaque avocat, lorsque vous consultez quelqu'un et qu'il veut aller en justice, vous devez lui donner un avis juridique. Et la copie de cet avis est envoyée au barreau, l'autre copie est envoyée à la section de discipline de la cour d'appel, parce que c'est comme ça à New York. Donc, on envoie à la cour d'appel. Et tu envoies aussi à ton client. Cela fait quoi? Fait que l'avocat ne peut pas vous tromper. Et lorsque nous regardons aussi dans toutes ces histoires que nous déplorons, nous devrions nous regarder, nous, les avocats, par exemple. Ce n'est pas que les magistrats. Ils sont accompagnés par des avocats qui viennent sachant délibérément que son client n'a aucun droit. Et il amène juste pour embourber la justice dans beaucoup de procédures. Ça doit être sanctionné. Donc, je veux dire quoi? Je veux dire que la justice élève une nation. Et lorsque nous regardons notre justice dépérir, nous sommes pas seulement victimes, nous sommes complices des maux que s'ouvre notre pays. Regardez, nous avons vu le premier citoyen, le premier magistrat du pays, lorsqu'il était à Goma. Il a dit qu'il était déçu par l'action des magistrats, même ceux que lui-même avait nommés. Vous comprenez que c'est un appel de pied pour que nous puissions tous, là où nous nous retrouvons, les gens honnêtes, doivent s'occuper de la chose publique. Parce que... C'est pas se plaindre, c'est ce qui dérange l'opposant Martin Fayulu quand le président Tshisekedi fait des déclarations pareilles pendant qu'il est le garant des institutions. Pourquoi ne pas sanctionner en lieu place de le dire en public comme quelqu'un qui est en train de pleurnicher? C'est ce que dit l'opposition. Sans vouloir faire l'avocat du président de la République, je vais vous dire que le président de la République n'est pas magistrat de formation. Le président de la République devrait être conseiller parce qu'à côté de lui, il y a des professeurs, il y a des juristes, des grands juristes. Ces juristes-là, eux, savent comment on doit nommer des magistrats. Nous avons combattu des systèmes despotiques, des despotes, tous ces derniers temps. 32 ans de combat pour l'UDPS, pratiquement 37 ans. Et donc, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons respecter simplement la loi. La nomination des magistrats doit obéir à la loi qui organise la magistrature. Il y a par exemple la cotation des magistrats, il y a l'ancienneté des magistrats. Comment voulez-vous qu'un magistrat qui a que 7 ans de carrière puisse se retrouver chef d'un magistrat qui a 20 ans de carrière? Vous comprenez que la nomination, la désignation des magistrats, des chefs d'office ne répond pas aux critères. Et ces lois existent. Il y a des juristes à côté du président. Il devrait lui donner ses conseils. Et donc, du coup, lorsque vous devenez le subalterne de celui que vous avez pris comme stagiaire lorsqu'il est venu à la magistrature, ça vous froisse dans votre dignité, dans votre honneur. Et si on ne peut pas le montrer parce qu'on a besoin de nourrir sa famille, mais quelque part, ça vous fait mal. Et même la personne qui... Vous savez, moi, je parle des choses dont je connais la teneur. J'ai été ici, j'ai vu un procureur général de la République. Au moment où nous avons perdu un digne fils de ce pays, pour ne pas le citer, Feu Katwala, Kabakashala, qui a écrit des livres que nous utilisons jusqu'à ce jour, lui et Feu Moukadibomi, le professeur. Alors, lorsque Katwala est décédé, j'ai vu le magistrat, le chef de cet office-là, je ne vais pas citer le nom, qui, dans les loges funèbres, a dit que lorsqu'il est venu au parquet général de la République, c'est Katwala Kabakashala qui l'a accueilli, donc qui l'a conduit, qui lui a appris le métier. Mais comment est-il devenu donc chef de celui qui a été son maître de stage? C'est des choses que nous devrions aborder et traiter. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à faire. Nous devrions régler tout ça. Et donc, du coup, moi, je ne peux pas dire que le chef de l'État n'a pas bien fait.
on lui a proposé, il n'est pas magistrat de carrière. Et lorsque les propositions viennent, dans sa tête, je me mets dans sa tête, je me dis, c'est le président, il s'est dit, ces gens ont été désignés parce qu'ils sont compétents, parce qu'ils répondent aux critères. Et donc, vous voyez, moi, je suppose aussi que les gens qui amènent devant les autorités des conseils non conformes à la loi devraient être sanctionnés. Parce que, tenez, je vais vous dire une chose. Bon, il y a certaines choses que je ne peux pas dire ici parce qu'il y a des développements qu'on doit faire. Mais sachez simplement que la violation d'une seule loi ou d'une seule disposition de la loi peut entraîner en cascade la violation de beaucoup de dispositions. Et ça amène à des problèmes. Dans votre argumentation, nous sentons qu'il y a beaucoup de choses à faire au niveau du Parlement. Mais quand nous avons questionné par le passé Godin Poyi, Kadiman, lui, il estimait que le pays n'a pas un problème de loi. Tout ce que nous devons faire, a-t-il dit, c'est d'appliquer ce que nous avons. C'est un avis dont vous partagez? Vous savez, vous venez de me parler de M. Godin Poyi. Oui. Est-ce qu'il est juriste? Ben, il a beaucoup de diplômes, je ne sais pas s'il est juriste, hein. Économiste, juriste, je ne sais pas. Je vais poser la question de savoir s'il est juriste. C'est ça la grave erreur qui est commise dans notre pays. Chaque personne qui n'est pas dans son domaine vient se porter expert. Il dit que les lois sont parfaites. Mais moi, je vous montre par exemple qu'il y a la prise à partie. Et la prise à partie ne donne pas de fruits. Nous sommes devant ce mécanisme qui n'arrive pas à faire peur aux magistrats. Pourquoi? Parce que des magistrats ont développé des parapluies. Je vous ai expliqué. Et donc, du coup, nous allons fermer, donc croiser nos bras pour dire, écoutez, la loi est parfaite. Non, nous devons trouver... Vous savez, la différence entre l'homme et notre cousin, la bête, c'est que l'homme est doté d'intelligence, de l'esprit et de l'âme. L'homme est capable de surmonter les obstacles. Mais les bêtes ne surmontent pas les obstacles. Vous voyez, la vache, depuis des millénaires, broute et va se reposer. Mais l'homme, lorsque tu es devant un obstacle, tu dois trouver les mécanismes de le contourner ou de l'écarter ou de l'anéantir. Et donc, nous sommes devant, nous sommes des praticiens de droit. Nous sommes là, nous voyons ce qu'il y a. Regardez par exemple, je vais vous dire, personnellement, quand je circule en ville, je vois le sens giratoire qui se trouve dans la loi, dans le code de circulation routière. On interprète ça ici chez nous comment? Lorsque vous venez dans le sens contraire, vous ne pouvez pas passer devant l'agent, il faut contourner l'agent. Alors, supposons maintenant que vous êtes sur le boulevard. Il y en a qui viennent de Kitambo, il y en a qui viennent de la grande place de la Poste. Vous arrivez au niveau de Sabena, on vous demande de contourner parce que vous avez le feu vert. Vous contournez, ça bloque. Alors que si vous passiez devant l'agent, l'autre passe derrière l'agent pour aller vers Mamayemo, celui-ci qui va vers le port. Il n'y a pas d'embouteillage. Donc, il faut apporter ces mécanismes. Donc, il y a plein de choses. Peut-être, M. Godin Poyi, il est expert en économie, c'est que je sais. Oui. Il est économiste. Oui, il est économiste. Il est économiste. En termes de production parlementaire de la législature passée, estimez-vous que les parlementaires sortants n'étaient pas à la hauteur de leur tâche et qu'il faille un bon casting cette fois-ci, surtout le 20 décembre, qui avance à grands pas? J'appelle le peuple congolais à voter utile. Nous avons tous vu des images qui ont circulé dans les réseaux sociaux des parlementaires qui vont se reposer. Le Parlement est devenu comme un lieu où on va prendre sa sieste. Pendant que les choses sérieuses, l'avenir de notre pays, se discutent. Vous avez 500 parlementaires. Est-ce que vous pouvez me dire, vous pouvez me lister 300 parlementaires qui ont amené des projets de loi? Vous en connaissez 300? Vous en connaissez 100? Et donc, du coup, je disais ici que le rabais des critères d'éligibilité a fait que, actuellement, c'est devenu chancelier Kopamba. Et beaucoup de gens vont juste pour la part de gain. Et ça, c'est nuisible. C'est vraiment nuisible pour notre société. Regardons au devenir et à l'avenir de notre société. La RDC est convoitée par tout le monde. Raison pour laquelle notre président ne se fatigue pas. Avec son bâton de pèlerin, il circule partout dans tous les forums du monde pour dénoncer l'agression dont nous sommes victimes injustement. Personne ne vient à côté de nous. Pourquoi? C'est parce que j'estime humblement que nous-mêmes Congolais, nous devrions commencer par être sérieux en respectant notre propre pays.
Ce que j'ai dit, c'est que je dénonce, ça se passe chaque jour. Vous avez connu mon cas, où un ministre se dit qu'il peut violer délibérément les droits d'un citoyen et il n'est pas inquiété. Vous avez récupéré votre maison? Juridiquement, c'est toujours ma maison. En ce moment où je parle, il y a M. Alonga Boni, à qui ce M. Pius Mwabilou a attribué ma parcelle, une parcelle privée, ouverte par un certificat d'enregistrement. Et j'ai eu des échauffourées dernièrement, très dernièrement. Il y a eu, après le discours de la rentrée judiciaire du Conseil d'État, nous sommes rentrés à notre parcelle. Tout de suite après, j'ai vu des policiers qui sont venus en nombre, 28 policiers, donc envoyés par Alonga Boni, sur instruction de Pius Mwabilou, dans ma parcelle. Et c'était la nuit. Tout pouvait arriver. Je suis rentré encore au Conseil d'État. Dieu merci, nous avons déjà la décision en référé du Conseil d'État. On va l'exécuter. Vous voyez, ça fait 2 ans que je ne sais pas accéder à la jouissance de mon bien. Simplement parce que je suis allé demander l'autorisation de bâtir auprès du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Et donc, vous voyez, devant ce genre de choses, vous savez, la force d'une société démocratique, c'est le respect de la loi. Et si vous regardez dans la Constitution de la République démocratique du Congo, dans son article 1er, le tout premier mot qui vient, la République démocratique du Congo est un état de droit. C'est ce qui vous a poussé à faire l'état de droit appelle le respect des lois par tout le monde. Je vais vous dire une chose. Lorsque nous sommes allés avec feu Emery Mukendi Wafwana, d'heureuse mémoire, qui a été mon patron à l'époque, nous sommes arrivés à New York pour ouvrir le cabinet à New York. Vous savez ce qu'on nous a dit? Pas le consul qui était là, Maître Alan Berlovitz. Il nous a dit, you have to make sure that you respect the law. Vous devez absolument. Parce qu'ici, à New York, everybody sues everybody. C'est-à-dire, ici, personne n'est au-dessus de la loi. Même si vous êtes le président, à l'époque, là, c'était Barack Obama, si j'ai bonne mémoire. Hein? On vous poursuit. C'est ça l'état démocratique. Mais si une autorité, comme je disais, parce que l'arsenal ne permet pas de pouvoir poursuivre ce monsieur tant qu'il est au pénal. Au pénal. Vous voyez, nous devons bannir les immunités. Devant la violation délibérée de la loi, on doit bannir les immunités. Vous voyez que nous allons amener quelque chose de neuf. Devant la violation délibérée des droits des citoyens, pas d'immunité. Et puis, la poursuite doit être personnelle. Et je vais terminer en disant quoi? Messieurs les journalistes, vous savez, nous devons raisonner aux mécanismes qui peuvent sauver notre pays. Rappelez-vous que le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au début de son mandat, il a dit qu'il n'avait pas envisagé à juste mesure la hauteur de la corruption dans notre pays. Et donc, nous devons prendre des sanctions sévères donc, à la hauteur des crimes pour toute personne qui met sa main dans le trésor public. Ça doit constituer un crime économique imprescriptible. Non seulement imprescriptible, ce crime doit être sanctionné avec la confiscation générale. C'est un mécanisme qui ne rencontre pas les principes du droit pénal moderne, entre guillemets, c'est-à-dire le droit pénal occidental. Mais rentrons dans nos coutumes. Chez nous, lorsque votre frère a commis un crime, vous tous, vous devez payer. Et cela fait que la famille a le droit de dire à son frère, à son enfant, attention parce que ça nous a coûté cher. Mais ici, vous voyez, quelqu'un vole, il part avec les effets de l'État, avec 100 millions, 300 millions comme on parle, vous avez entendu parler, 280 millions, et on ne sait même pas saisir ce qu'il a. Les caisses de l'État saignent. Vous allez fixer tout droit la caméra qui est au devant de vous. Vous avez 4 minutes pour vous adresser à votre électorat. Pourquoi on doit vous voter, vous, aux législatives nationales, et le président Tshisekedi à la présidentielle. C'est pour le 20 décembre courant. À vous. La population congolaise est appelée aux urnes. Je demande à cette population de voter le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce qu'on doit continuer sur les fondements de la RDC qu'il a fait naître, renaître plutôt. Mais voter aussi le numéro 885, Maître Benoît Tshibangou Ilunga, parce que, vous avez vu que c'est un homme courageux qui sait se défendre devant n'importe quelle autorité et quelle personne. Il n'a les yeux fixés que sur la loi.
Vous savez que celui qui peut se défendre peut tout autant vous défendre. Vous m'avez entendu dans les différentes interventions, dans les différents médias, j'ai dit qu'il y a beaucoup à faire. Il y a des innovations que nous devons amener dans la législation congolaise. Nous connaissons la légistique, c'est-à-dire la technique qui est requise pour pouvoir initier, traiter, discuter et voter les lois. Nous allons pouvoir vous amener cette innovation pour résorber vos questions d'embouteillage, vos questions de banditisme urbain qu'on appelle Kuluna, mais aussi le banditisme en col blanc. Je l'appelle le banditisme, pas seulement les crimes en col blanc, parce que il n'est pas plus dangereux que celui qui vous vole votre avenir. Un homme politique a dit ça. Alors qu'on sanctionne simplement ceux qui coupent les mains et ceux qui torturent les gens dans la rue. Mais le criminel en col blanc qui vous vole non seulement votre environnement, parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans une poubelle à ciel ouvert, qui vous vole l'argent qui peut servir à collecter les déchets publics, qui vous vole l'avenir de vos enfants. Et donc, nous sommes capables de pouvoir combattre ces maux. Ces maux ne peuvent pas nous dépasser parce que nous sommes chrétiens. Vous savez, la Bible a dit, il ne vous arrivera pas de tentation qui soit au-delà de vos forces. Et donc, du coup, nous sommes capables, en tant qu'humains, en tant qu'hommes, différents de la bête, nous sommes capables d'apporter des solutions à tous les maux de ce pays. Faites-nous confiance, votez le numéro 20, président de la République, Fachi, Béton. Votez aussi à la députation nationale dans la circonscription de la Lukunga, Maître Benoît Tchibangu Ilunga, numéro 885, qui est le code de déverrouillage. Merci. Maître Benoît Tchibangu, merci d'avoir répondu à nos questions et bonne chance à vous. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Et Cap Élection, ça n'est fini. Vous avez senti comment il s'est exprimé sans langue du bois. Il mérite vos voix pour nous représenter valablement à l'Assemblée nationale. À toutes et à tous, merci de l'attention soutenue. Nous allons nous retrouver très prochainement avec notre candidat. À très vite.